J'ai programmé un robot pour jouer à Snake, il est invincible. Dans cette vidéo, on va donc reprogrammer le jeu de Snake, puis on va se lancer le défi de créer un robot qui joue parfaitement. Et je sais ce que vous vous dites, Snake c'est pas un peu facile comme jeu? Et c'est vrai, c'est facile. Alors un truc, tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Mais si vous avez déjà joué au jeu, sûrement sur un téléphone qui ressemblait à ça, ou plus récemment à ça, vous avez sûrement remarqué que le jeu est plus complexe qu'il n'y paraît. Plus on avance sur le jeu, plus la moindre erreur est synonyme de game over. Et malgré toutes les dernières avancées dans le domaine, Snake reste un cauchemar pour le reinforcement learning. Mais on garde ça pour plus tard, et on passe à la création du jeu. C'est parti, je commence par créer une grille avec une taille modulable qui va servir de terrain pour notre serpent. Ensuite, je passe à la création du personnage. Et bon bah c'est un carré vert. Hein? Ça c'est à moi que tu parles là? Oh, 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 c'est à moi que tu parles. Je code le déplacement de notre personnage qui peut se déplacer dans 4 directions, haut, bas, gauche et droite. Puis j'ajoute un système de détection des collisions avec les murs. À chaque déplacement, je vérifie si la case est libre. Si c'est le cas, j'effectue le déplacement, sinon la partie s'arrête et je repositionne le joueur au centre de la grille. J'ajoute le système d'apparition des pommes pour en générer une aléatoirement dans la grille en début de partie sur une case disponible. Je code un script pour détecter quand le serpent mange une pomme, puis je la fais disparaître et j'en fais réapparaître une nouvelle sur une case qui n'est pas occupée par le serpent. J'en profite pour gérer la croissance du serpent. À chaque fois qu'il mange une pomme, je le fais grandir. Pour ça, j'ajoute une nouvelle partie à notre serpent qui apparaît pile à l'endroit où se trouvait la queue, juste avant qu'il avance. Je sauvegarde les coordonnées des cases occupées dans une liste et à chaque fois que le serpent bouge, je mets à jour cette liste en déplaçant les parties de son corps vers la case précédente. Enfin, j'initialise la taille de notre serpent à 3 et je fais en sorte que la partie soit perdue quand il se mange la queue. Avec ça, on devrait être pas trop mal. T'es moche comme un cul de singe. Mais mec, c'est moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Pour rendre le jeu plus joli, on va partir sur la version Google de Snake. On va modifier les couleurs de notre grille, puis on va donner vie à notre serpent en lui ajoutant un skin et une animation pour qu'il cligne des yeux. Y a un certain charisme. On va faire pareil pour la pomme. Ensuite, j'ajoute une animation quand le serpent est sur le point de manger la pomme et je fais en sorte qu'il la suive toujours des yeux. Ah, et il va aussi pouvoir faire ça. Maintenant qu'on a fini le jeu, on va passer à la conception de notre robot. On va partir sur du reinforcement learning ou de l'apprentissage par renforcement. C'est notamment grâce à ces algorithmes que l'IA a été capable de battre les champions du monde au jeu de Go et sur Dota 2. Le concept est simple à comprendre. On va définir des observations qui vont permettre à notre robot d'avoir un aperçu de l'état actuel du jeu. Par exemple, on pourra donner la position du serpent, sa taille et la localisation de la pomme pour que notre robot ait une idée d'où il se trouve et de l'objectif qu'il doit atteindre. On va les donner à notre robot qui va effectuer une action parmi les 4 déplacements autorisés. S'il a raison, on va le récompenser, sinon on va le pénaliser à l'aide de ce qu'on appelle la fonction de récompense. À force de répéter ce processus des milliers de fois, notre robot va apprendre à adopter le bon comportement et être capable de jouer au jeu. Pour les observations, on va en plus lui indiquer s'il y a un danger imminent en lui indiquant s'il y a un obstacle dans les 3 directions autour de sa tête. Ensuite, on va lui donner la direction actuelle pour lui indiquer si le serpent va en haut, à droite, en bas ou à gauche. Pour la reward, on va lui donner 1 point quand il mange une pomme et lui en retirer 5 quand il meurt. Regardons ce que ça donne. Bon, c'est pas fameux, on va l'entraîner un peu plus pour voir s'il peut s'améliorer. One eternity later. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Et là, si vous avez regardé ma vidéo sur le jeu du dino, c'est le moment où on doit trouver comment changer les observations pour les adapter au mieux au jeu. Sauf que là, rien. J'ai beau essayer de modifier les observations, la fonction de récompense et le modèle qu'on utilise, et rien. Du coup, j'ai lu des papiers sur des méthodes permettant d'améliorer notre robot, et là j'ai compris. Déjà, les résultats annoncés sont clairement pas ouf. On parle de meilleur score à 20 sur des cris en 12x12, qui correspond à peu près à ça, alors que nous on vise ça. Notez bien qu'on parle de chercheurs et de doctorants experts sur le sujet. Maintenant, prenons un jeu de Snake sur une grille 1 par 1. On lance le jeu et c'est gagné. Si on passe à un jeu en 2 par 2, on joue un mouvement et pareil, c'est gagné. On passe en 6 par 6 et c'est toujours très simple, mais on est loin des 2 niveaux précédents. Je pense que vous voyez où je veux en venir, la complexité est exponentielle par rapport à la taille de la grille. Avec une grille en 2x2, on a 8 états possibles. Dans une grille en 6 par 6, c'est 270 432 états possibles. Et dans une grille en 12 par 12, bon bah voilà quoi. Mais vous allez voir, c'est que le début des problèmes. Premièrement, dans notre version, on utilise une grille en 18 par 16. Ça représente 1,4 fois 10 puissance 42 états, soit 10 puissance 21 fois plus d'états que la grille en 12 par 12 utilisée par les chercheurs. Et c'est vrai que le cerveau humain a du mal avec les grands nombres, et on pourrait se dire que bon bah c'est la même chose. Mais pour que vous compreniez bien la différence entre ces deux chiffres, si le nombre d'états de la grille 12 par 12 correspondait à une seule seconde, alors le nombre d'états de notre grille 18 par 16 correspondrait à 54 000 milliards d'années, soit 3900 fois l'âge de l'univers.
Deuxièmement, et c'est fou de dire ça après ce qu'on vient de voir, le vrai problème est ailleurs. Malgré ce qu'on pourrait penser, Snake n'est pas un jeu d'instinct et de réflexe, et c'est même tout l'inverse. C'est un jeu de planification et de stratégie long terme. L'objectif principal, c'est pas de manger des pommes, c'est de ne pas se retrouver bloqué dans un labyrinthe sans issue que le joueur aurait lui-même créé, ce qui demande énormément d'anticipation. Or, les modèles de reinforcement learning ont tendance à préférer les récompenses court terme par design. Dans cette situation, notre robot aura donc tendance à se diriger directement vers la pomme, courant ainsi vers une mort certaine. Honnêtement, si je le laissais s'entraîner pendant des jours, il finirait sûrement par terminer le jeu sur une grille plus petite. Mais après plusieurs tests et 100 heures d'entraînement cumulées, j'ai décidé d'épargner ma carte graphique et de trouver une autre solution. Et ça tombe bien parce qu'entre deux papiers, je suis tombé sur le blog de John Tapsell qui m'a ouvert au monde des algorithmes de pathfinding. Pour commencer, c'est quoi un algorithme de pathfinding? C'est simplement un algorithme qui va permettre de trouver le meilleur chemin entre deux points. Vous les voyez tous les jours sans vous en rendre compte quand un PNJ se déplace dans un jeu vidéo ou quand vous utilisez votre GPS pour trouver votre chemin. L'idée, c'est donc de trouver le chemin le plus rapide en évitant les obstacles sur la route. Et c'est exactement ce qu'on veut dans Snake. On a donc notre grille qui représente notre terrain avec des cases sur lesquelles le joueur peut se déplacer, les murs à éviter, notre joueur qui est constamment en mouvement et la pomme qui est l'objectif qu'on souhaite atteindre. On va donner 3 règles très simples à notre robot. Si la pomme se trouve au-dessus ou en dessous du robot, il va se déplacer sur l'axe Y jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la pomme. Si la pomme se trouve à droite ou à gauche du robot, il avance sur l'axe X jusqu'à ce qu'il mange la pomme. Sinon, c'est que la pomme se trouve derrière notre robot et il va alors effectuer un déplacement qui le rapproche vers le centre du terrain. Ça correspond à peu près à la manière de jouer qu'aurait un humain la première fois qu'il joue à Snake. Voyons voir ce que ça donne. Bon, c'est quoi le problème? Ça va paraître assez bête, mais notre robot ne gère à aucun moment les situations où il se bloque lui-même la route. Dans cette situation, notre robot est programmé pour avancer même s'il est sûr de mourir. Alors qu'il pourrait simplement contourner l'obstacle devant lui et atteindre la pomme derrière. Du coup, je vais ajouter une règle à l'algorithme de notre robot. Si un obstacle se trouve devant lui, on va lui demander de ne pas avancer comme un abruti. C'est moi tu parles. Mais on va lui demander de réfléchir un minimum à ce qu'il est en train de faire. On va d'abord lui permettre de voir son corps comme un obstacle. Ensuite, si la route est bloquée, on va demander à notre robot de tourner vers la zone où il aura le plus de sens de survivre. Quand notre robot est sur le point de mourir, il se retrouve dans cette situation. Il a alors deux choix possibles. Aller dans la zone A où il finira par se renfermer sur lui-même et sera sûr de perdre à 100%, ou aller dans la zone B où il pourra continuer de jouer vers son prochain objectif. La question du coup c'est comment retrouver la zone B. On sait qu'une des deux zones est perdante et que le serpent n'a pas la place de s'y déplacer. Il est donc naturel de considérer qu'il mourra dans la plus petite des deux. On va donc demander à notre robot de se déplacer vers la zone la plus grande. Regardons ce que ça donne. C'est beaucoup mieux mais c'est toujours pas ça. Notre robot prend des décisions avec des œillères sur ce qui se trouve juste devant lui et sur l'objectif, ce qui ressemble à peu près à ça de son point de vue. Il se retrouve souvent à réaliser des trajectoires peu optimales qui posent problème pour la suite de la partie. On pourrait voir notre robot comme un explorateur qui avance sans savoir ce qu'il va découvrir. Pour régler ça, on va lui fournir les informations sur l'ensemble de la grille et les obstacles qui s'y trouvent. On va ensuite lui permettre de planifier ses mouvements au lieu de se déplacer directement. Notre robot va commencer par explorer les 4 cases autour de lui et leur donner une valeur, le coût qu'il doit dépenser pour arriver sur la case. Dans notre cas, ça sera le nombre de déplacements nécessaires. Il va ensuite sommer le coût avec la distance à vol d'oiseau entre la case sélectionnée et notre objectif. Ensuite, il va choisir la case avec la valeur la plus basse et répéter ces 3 règles jusqu'à atteindre la pomme. Dès que notre robot explore la case avec la pomme, il va pouvoir construire le chemin le plus court jusqu'à elle. Enfin, on va lui demander d'effectuer les déplacements nécessaires pour l'atteindre. Voyons voir ce que ça donne. À ce moment-là, je sens qu'on commence à toucher notre objectif du doigt. Du coup, je décide de faire une nuit blanche pour en finir. C'est ma 9ème Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup, d'habitude j'en bois 18. J'ai besoin d'oublier. Notre robot se déplace beaucoup mieux, mais il y a encore un truc qui cloche. Il ne pense pas à ce qui vient après. Et c'est là tout le problème. Parce qu'on peut très bien avoir un chemin parfait vers la pomme, puis plus rien. On ira tous au paradis. Et ça, il va falloir le corriger. Alors j'ai cherché, puis j'ai trouvé un cycle hamiltonien. Pour ceux qui ont déjà fait de la théorie des graphes, la réponse était sûrement évidente. Pour les autres, vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre. Un cycle hamiltonien, c'est un chemin qui passe exactement une fois par chaque case de notre grille et qui se termine en son point de départ. En passant par toutes les cases de la grille une seule fois, notre robot s'assure de manger la pomme où qu'elle soit sans jamais se mordre la queue. Mais on a encore un dernier problème. Si on suit ce cycle à la lettre,
On se fait chier. Bah il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Même quand la pomme apparaît à côté de notre robot, il l'ignore en suivant son cycle hamiltonien, alors qu'il aurait pu la manger en toute sécurité. On va donc combiner notre robot actuel avec le cycle hamiltonien en lui donnant 2 règles. Notre robot va d'abord générer un cycle hamiltonien et le suivre, puis quand il estimera qu'il peut prendre un raccourci en toute sécurité, il utilisera notre robot précédent pour se diriger directement vers la pomme. Ok, je sens que ça va être pas mal, alors installez-vous et profitez de la version finale de notre robot. Incroyable, on y est enfin arrivé et ça a demandé beaucoup plus de temps que prévu. Pour ceux qui doutent de l'invincibilité de l'IA, voilà à quoi ça ressemble sur une grille en 60 x 60. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.